Bonjour, bienvenue à l'Institut français de Kinshasa, à Lila Gombe, dans le cadre de nos rencontres, les Jeux du numérique. Aujourd'hui, jeudi 16 mars 2023, toujours dans le cadre du mois de la femme, nous avons invité aujourd'hui une femme qui viendra nous parler des enjeux de l'écologie face au numérique. C'est Gloria Kohn, elle est juriste licenciée. Elle va nous parler de ces thèmes d'aujourd'hui et nous allons essayer un peu ensemble de discuter et d'échanger et de réfléchir sur l'écologie et les numériques. Gloria. Merci pour la parole. Mon nom est Gloria Kohn, je suis juriste et je suis intéressée par les questions qui ont un rapport avec l'environnement. Et c'est un plaisir pour moi d'être devant vous pour exposer sur ce thème qui est les enjeux de l'écologie face au numérique. Alors la question que la plupart d'entre vous se posent, c'est de savoir mais pourquoi durant ces 20 dernières années, tout le monde ne parle que de l'écologie. En fait, les gens parlent de l'écologie parce que c'est depuis le début des années 90 qu'on a remarqué que la Terre subissait de fortes dégradations. Et d'ailleurs, la cause des dégradations, ce sont les activités humaines. Donc, on remarque que ce sont les hommes eux-mêmes qui habitent la Terre qui la détruisent. Alors, c'est la raison pour laquelle la plupart des décideurs politiques, des présidents, commencent maintenant à organiser des conférences qui militent en fait pour la protection de l'environnement. Et la deuxième question que vous posez, c'est aussi de savoir, mais quels sont les rapports qui entre l'écologie et le numérique en fait? Les rapports qui entre l'écologie et le numérique est le fait que le numérique est maintenant présent dans nos vies parce que c'est dans toutes vos maisons, presque partout au monde. C'est maintenant normal que chaque personne puisse avoir sa machine, puisse avoir son téléphone pour être en contact, pour faire des transactions bancaires, pour effectuer certaines opérations qu'on fait avec les téléphones. Et justement, la problématique maintenant de ces thèmes est l'effet de savoir que le numérique a réellement des impacts dans l'écologie. Et ces impacts peuvent être de deux ordres. Il peut avoir des impacts positifs tout comme négatifs. Et c'est ça que nous allons exposer dans les lignes qui suivent. Non, le deuxième en fait. Le deuxième, là on parle, voilà, non, là on parle des impacts. Je vais changer. Voilà, les impacts positifs. En fait, il faut aussi savoir que cette révolution numérique, l'effet que le numérique puisse maintenant intervenir dans presque toutes les demandes de la vie est ce qu'on appelle actuellement la digitalisation. Et voilà, changez s'il vous plaît. Voilà, les impacts positifs d'abord. Voilà. Les impacts positifs s'observent sur le plan environnemental et social, tel qu'il est fait que les supports soient maintenant dématérialisés. Parce que, pardonnez-moi, si on remarque au début, fait avant qu'on puisse avoir des ordinateurs pareils, avant ils étaient volumineux. Et on a vu qu'avec le temps, les ordinateurs sont maintenant compacts, ils sont maintenant portables. Pourtant, à l'époque, ce n'était pas le cas. C'est également le cas avec le téléphone. Au départ, le téléphone était rattaché à un fil, mais maintenant, nous avons nos téléphones portables. C'est déjà une avancée. Il y a aussi, s'il vous plaît, il y a aussi l'optimisation des bâtiments et des transports aussi, ainsi que la facilitation du travail. Donc, on rapporte ici que dans les futurs, l'intégration des nouvelles technologies dans plusieurs domaines devrait baisser les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est un impact positif. Maintenant, nous passons aux impacts négatifs. Voilà. Et d'ailleurs, on remarque que les impacts négatifs sont plus nombreux que les positifs. Premièrement, sur le plan environnemental, on constate que les TIC sont responsables de plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre globales, autant que l'aviation. Donc, d'après ces recherches, on remarque que les TIC, les compagnies qui produisent les TIC, émettent d'autant plus que l'aviation. On remarque aussi que, voilà, et c'est justement ça qui est à la base de la production du gaz à effet de serre. Et cette pollution s'observe à tous les stades du cycle de vie des appareils électroniques, on va y revenir plus tard, et elle s'est intensifiée avec l'effet qu'on utilise trop les appareils. Parce qu'on remarque que depuis que ces machines sont devenues des outils portables, sont devenues compactes, on remarque qu'il y a maintenant plus une addiction très forte de la part des utilisateurs.
Pourtant, à l'époque, ce n'était pas le cas. Sur le deuxième plan, c'est le plan social. Et selon Amnesty International, une des plus grandes compagnies de cobalt en RDC, notre pays, ne respecte pas le droit de l'homme, travail d'enfants pendant plus de 12 heures. Les mineurs sont également, en fait, les mineurs qui travaillent pour l'extraction des 10 matières premières qui servent à la fabrication des téléphones et des machines, sont également exposés à des problèmes de santé récurrents et à un fort taux d'accidents mortels. Le troisième problème sont les impacts géostratégiques qui découlent aussi de la présence des minéraux utilisés dans l'électronique. D'ailleurs, toujours en RDC, les minéraux de cobalt, tout le monde le sait, génèrent des guerres à l'Est. Est-ce qu'on peut voir le deuxième? Voilà, en fait, j'aimerais revenir sur le cycle de vie des appareils électroniques. Le cycle de vie, c'est quoi? Par exemple, quand vous avez, pour avoir un téléphone, pour avoir ce téléphone, il a fallu qu'il soit fabriqué. Et c'est justement ça, les cycles. La fabrication, c'est en fait le premier cycle de vie est la fabrication. La fabrication, c'est quoi? C'est elle qui a les plus grands impacts environnementaux. Les impacts sont tels que l'épuisement des ressources minérales et fossiles, parce que comme je le disais plus tôt, pour fabriquer un téléphone, il faut des matières premières. L'émission de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie. Il convient de noter que les secteurs d'éthique sont des très grands consommateurs des métaux. D'ailleurs, d'après mes recherches, parce que j'en ai fait, pour fabriquer un téléphone, il faut la présence de tout au plus 60 métaux, d'après ce que j'ai vu, et ce qui conduit à un appauvrissement des matières premières. 3% de la demande mondiale en or et en argent, 13% de palladium et 15% de cobalt. La fabrication d'éthique pose également d'autres problèmes environnementaux. En effet, elle utilise des solvants, des acides, des métaux lourds et composés organiques et volatiles qui contaminent l'environnement. Par exemple, pour créer un smart, voilà, je l'ai dit, il faut 40 à 60 métaux différents. L'utilisation, voilà. En fait, l'utilisation, c'est une autre étape du cycle d'un appareil électronique. À part la consommation électrique d'un appareil électronique allumé, les TIC ont aussi une consommation énergétique au travers du fonctionnement des serveurs. Donc l'effet qu'on a d'utiliser un téléphone est déjà en soi une pollution, d'après mes recherches. Donc ceux-ci fonctionnent en permanence et offrent différents services tels que les bases de données, les courriels électroniques, l'accès aux informations World Wide Web, les jeux et les logiciels. Ils consomment énormément d'énergie. Par exemple, d'après Google, Google, qui possède 1 million de serveurs, consomme au total qu'une ville de 200 000 habitants. Donc, ce sont des enjeux vraiment importants en écologie. Est-ce qu'il y a moyen de... Voilà. Voilà. Et il y a aussi... voilà, l'utilisation d'Internet a donc un coût énergétique et environnemental élevé. Et d'ailleurs, un chercheur du nom de Wisner Gross a calculé qu'une recherche Google dégagerait 7 grammes d'équivalent CO2. Et il y a aussi la fin des vies. C'est une autre étape du cycle d'un appareil électronique. Ici intervient la notion de déchets électroniques et électriques. Ces derniers se sont relevés à 49 millions de tonnes par an. Donc, c'est quoi les problèmes ici? Par exemple, quand vous avez un téléphone, je ne pense pas que la durée de vie d'un téléphone, ça peut aller à combien d'après vous, s'il vous plaît? Votre téléphone, vous l'avez depuis quand? Tout au plus 2 ans. 4 ans. Voilà, bon, disons par exemple si la moyenne est de 5 ans. Oui, 5 ans après, vous devez acheter un autre. Et l'ancien, puisque vous les mettez, vous les jetez, non? Voilà, vous les jetez. Donc déjà, vous polluez l'environnement sans le savoir. Ces derniers se sont élevés à 49 millions de tonnes par an. Là, c'est dans les pays industrialisés. Donc leur gestion représente un enjeu fondamental pour l'environnement. Donc l'autre problème est que ces déchets, vu qu'ils ne sont pas très bien gérés, vu qu'ils ne sont pas recyclés, ils polluent l'environnement en quelque sorte. Avec la complexisation des matériaux de composition des appareils, il devient difficile d'en extraire ceux qui peuvent être réutilisables. C'est parce que, au départ de mémoire, si on se souvient bien, on remarque qu'à l'époque, les téléphones avaient des batteries qui étaient séparées. Mais maintenant, vu que les batteries sont incorporées dans le téléphone, voilà, ça fait en sorte que ça complique un peu la tâche du recyclage. Parce que le recyclage consiste à quoi? Ça consiste à extraire certaines matières premières des téléphones, des ordinateurs qui peuvent être réutilisés. Donc, vu le fait que, voilà, ils essaient un peu de perfectionner la création de ces 10 appareils, ça complique un peu la tâche.
Il devient difficile d'en extraire ce qui peuvent être réutilisables, ce qui rend difficile le recyclage, c'est ce que je disais. Les déchets électroniques, électriques ne représentent pas d'intérêt économique particulier. Parce que, en fait, bon, vous allez recycler 49 millions de machines abîmées, mais pour en faire quoi? Qui en voudra? Vous voyez un peu, ça pose vraiment en fait, les objets numériques posent vraiment un problème majeur en matière d'écologie. Voilà, et bon, en fait, d'ailleurs, c'est plus les pays industrialisés qui, vu que c'est eux qui sont auteurs de la pollution en créant des machines et des ordinateurs, justement, c'est eux qui doivent s'occuper du recyclage. Et de ce fait, les États-Unis et l'Europe qui produisent les plus de déchets les exportent vers l'Asie et l'Afrique. Et d'ailleurs, j'ai fait des recherches. Il y aurait au bord de l'île de Gorée, en fait, c'est une côte qui est, je pense, au Sénégal, Gambie et tout. Ils ont découvert un jour un entrepôt en provenance des États-Unis qui contenait des milliers, donc des tonnes d'appareils, des caméras déjà abîmés, des ordinateurs, des téléphones et tout. Et ça se déverse le plus en Afrique, dans les mers africaines en fait. C'est là où ils déversent leurs objets en pollution. Les pays en voie de développement n'ont pas des conditions nécessaires de recyclage et se trouvent avec de très fortes pollutions, c'est ce que je disais. Et voilà, il y a quelques recommandations. Hein. Quelques recommandations parce que nous sommes tous habitants de la Terre. Je pense que c'est important qu'on puisse adopter certaines attitudes responsables qui visent un peu à limiter cette pollution. Certaines de nos utilisations en tant qu'Internet sont moins responsables que d'autres. Elles sont plus gourmandes en énergie et émettent plus de gaz à effet de serre. Ce qui revient à dire que dès qu'il y a un téléphone, dès qu'il y a une machine, il y a pollution. Voici quelques attitudes responsables à adopter. Il faut allonger la durée de vie des appareils en les réparant. C'est vrai qu'ici, les réparateurs sont mal réputés, mais je pense que c'est important de favoriser ça. Si vous voyez que votre téléphone, votre machine a un petit problème, au lieu de la déclasser, de la jeter, parce qu'en la jetant, vous polluez, c'est mieux de la réparer. La deuxième recommandation, c'est d'éteindre les équipements électroniques la nuit. Éteindre la box Internet, le boîtier de la télévision, ainsi que les écrans, dès qu'on ne s'en sert plus. Ça, c'est une attitude responsable parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne les font pas. Genre, avant d'aller dormir, vous laissez votre téléphone en charge, par exemple. C'est une pollution. Moi, je ne les fais pas. Et donc, il faut débrancher vos téléphones, vos télévisions, vos box avant de dormir. La troisième, c'est de limiter ou d'éviter l'usage du cloud. Voilà. En quoi consiste le cloud? Le cloud consiste à garder des données sur Internet et nécessite des allers-retours incessants. Il faut donc mieux les stocker. Il faut donc mieux stocker ces données localement et supprimer les données qui ne sont pas utilisables du cloud. Éviter le visionnage vidéo en ligne, le streaming et la télé sur Internet. Donc, ce sont des attitudes responsables qu'il faut adopter de temps en temps pour rendre notre monde meilleur, en fait. C'est ce que j'avais à vous dire sur les enjeux de l'écologie face au numérique. Je vous remercie. Merci Gloria, merci pour votre exposé. Nous allons maintenant passer aux échanges, questions-réponses ou une réflexion. Si vous avez une réflexion ou quelque chose à dire par rapport à ce que Gloria a dit, vous avez la parole. Moi, j'ai une préoccupation par rapport à ce que vous venez de dire, surtout les dernières lignes ici. Éviter débrancher carrément les téléphones la nuit, tout ça là. Mais souvent, c'est les moments où on charge les téléphones. Comment on va si jamais on débranchait nos téléphones. Donc le matin, nous n'aurons pas vu surtout notre environnement où il y a tout le temps de coupures d'électricité et tout ça. Comment on pourra gérer cette situation? C'est une question très pertinente. Bon, j'ai dit au départ que j'évitais de les faire, mais en cas de force majeure, il m'arrive de laisser mon téléphone en charge pour l'alimenter. Parce que, bon, l'électricité au Congo, on sait ce qu'elle est, on
On ne peut pas nier ces faits-là. Mais moi, j'ai essayé de dresser les attitudes qui contribuent en fait à sauvegarder cet espace commun que nous avons tous en fait. Donc moi, je pense que c'est une attitude qu'il faut adopter malgré les faits que les courants posent problème. Ça, c'est vrai, ça existe, c'est un fait réel. On ne peut pas nier ça, mais je pense que ça serait important que chacun d'entre nous puisse adopter certaines petites attitudes qui contribuent à sauvegarder l'espace que nous avons. Bon, bonjour à tous, merci pour la parole. Tout à l'heure, là, on était en train d'échanger aussi là-dessus. Je voulais savoir, par rapport au sujet que vous avez abordé aujourd'hui, Madame Koné, ça me rappelle un peu l'ouest de l'Afrique. La pollution de Google, vous l'avez estimée à la pollution de près de 200 000 habitants. Donc, comme une ville peuplée de 200 000 habitants à peu près. Donc on voit que les technologies, l'éthique, ça veut dire technologie de l'information et de communication, je crois bien que c'est ça, pollue beaucoup. Ça pollue beaucoup et ceux qui polluent sont les pays industrialisés, comme vous l'avez dit. Mais comme pour le problème de gaz à effet de serre et tout, on sait toujours que c'est l'Occident, les pays industrialisés qui polluent. Mais qu'est-ce que nous comme RDC, nous qui produisons suffisamment d'oxygène pour absorber ce CO2-là, dégagé, qu'est-ce que nous gagnons? On ne gagne rien. Vous êtes juriste, vous avez dit. Quels sont les efforts des juristes dans ce sens-là? Quel est le lobbying que fait ou que font nos juristes afin que nous puissions bénéficier de beaucoup d'argent de crédit carbone? Je crois que c'est un grand débat qui se passe à travers tous les pays. Qu'est-ce que vous faites, vous les juristes, pour que nous bénéficions de ce crédit carbone? Nous sommes un pays pauvre et cet argent serait beaucoup d'argent qui pouvait booster beaucoup d'activités dans notre pays. Bon, c'est ma première question que j'avais à poser. Oui, j'ai entendu votre question, elle est très pertinente. Moi, je pense que, bon, vous avez dit que qu'est-ce que nous, les Africains, qu'est-ce que nous, les Congolais, on a à voir. Voilà. Les Congolais d'abord, parce qu'avant d'être juriste, je suis d'abord congolaise, juriste, ça vient après. En fait, moi, je pense que nous sommes tous habitants de la Terre. C'est vrai que ce n'est pas nous qui polluons, ce n'est pas nous qui produisons, mais n'oubliez pas que les matières premières, par exemple le cobalt, la plupart des matières premières qui servent à construire, à fabriquer les différents appareils électroniques proviennent de chez nous. Donc moi je pense que c'est d'abord, moi je pense que la pollution n'est pas que l'affaire d'un État. La pollution concerne tous les États du monde. Qu'on soit pays pauvre ou bien pays industrialisé, là ce n'est pas le problème. Votre deuxième question, c'était le second volet de votre question, en fait, c'était qu'est-ce que nous les juristes on a à faire, mais bon. Je pense que la RDC a ratifié certaines chartes, certaines résolutions internationales qui militent pour la protection de l'environnement. Et d'ailleurs, j'ai aimé ce que vous avez dit. Vous avez dit que nous avons un grand écosystème qui peut alimenter toute la Terre. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le second au monde parce que l'Amazonie est en train de... En fait, on remarque que depuis 2018, la plupart de grandes forêts en Amazonie sont en train de se brûler. Je pense que nous sommes maintenant, je dirais, le premier poumon mondial, en fait. Notre rôle au monde est très stratégique. Alors là, il ne faut pas l'oublier. Bon, pour ce qui concerne les juristes, je pense que, honnêtement, c'est la toute première fois de ma vie que j'échange sur un thème qui se rapporte à l'environnement. Mais je pense que ça serait peut-être intéressant s'il y a certains juristes avec moi ici qui peuvent essayer de je sais pas moi, former une sorte d'association qui milite pour la protection de l'environnement. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Oui. Il y a quelqu'un d'autre? Voilà. Il y a quelqu'un d'autre? Madame
connais, je vous ai bien suivi. Euh, Ma question se penchait beaucoup plus sur le crédit carbone. Je ne sais pas si vous suivez cette actualité-là. Le crédit carbone, ça veut dire que les pays riches doivent payer les pays qui subissent, comme nous, surtout les pays africains. Bon, je ne sais- oui, c'est ce qui se dit dans les grandes conférences et tout et tout. Bon, j'étais aussi, j'ai fait un stage professionnel au ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'était une question qui était souvent traitée et on disait toujours que les politiciens sont en train de s'en charger. Donc, il y avait comme un suivi pour que nous puissions bénéficier de ces fonds. Bon, je ne sais pas à quel niveau on en est. Je ne sais pas. Puisque c'est très pertinent. Ces choses, c'est vraiment... Ça va de l'enjeu global. Vous avez précisé, vous avez donné une autre précision là, que nous devenons le premier poumon. L'Amazonie est en train de perdre sa première place après les incendies qu'on a remarqués. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le crédit carbone? Quel lobbying font les Congolais? Et quand je parle de ça, pourquoi je précise les juristes? Puisque les juristes sont plus connaisseurs des textes, justement. C'est un peu par rapport à ça que je posais ma question. Bon, en fait, sans vouloir vous mentir, l'idée du crédit carbone, je l'ai entendu quand j'étais en... Parce qu'en deuxième année de graduat, on a eu un cours qui se rapportait à l'environnement. Je ne sais plus les titres, mais ça avait trait avec l'environnement. Et on parlait de cette notion de crédit carbone, mais honnêtement, je n'ai pas assez d'idées là-dessus. Moi, j'ai une question ou une petite réflexion. Par rapport toujours à l'environnement, à l'écologie, tous les déchets des appareils qu'on n'utilise plus, est-ce qu'on peut pas développer les industries des recyclages ici qui pourra résoudre ou recyclage ou faire d'autres usages par rapport à ces équipements-là? Bon, en fait, déjà, l'idée du recyclage, c'est quoi? L'idée du recyclage, c'est de... Par exemple, vous avez une machine que vous n'utilisez plus. Au lieu de la jeter, vous la mettez, vous la donnez à je sais pas, à une usine, à une association qui peut extraire les matières premières qui peuvent être réutilisées. C'est ça l'idée du recyclage. Moi, je pense que l'idée du recyclage, c'est une idée commune, en fait. Ce n'est pas à une seule personne de se dire, non, le matin, je vais commencer à recycler, mais en fait, vous devez d'abord avoir une structure organisée. Je pense qu'il y a recyclage, je pense que ça a commencé avec Kintoto, n'est-ce pas? Kintoko. Oui, là c'est plus pour pour les matières plastiques, mais je n'ai jamais entendu parler d'une chose comme Kintoko qui s'est rapportant avec les appareils numériques. Je n'en ai jamais entendu parler, donc ça serait pour moi une façon de dire qu'il n'y en a carrément pas au Congo. C'est vraiment ça. Moi, c'est M. Kennedy. C'est M. Kennedy. Je voulais juste apporter un petit éclaircissement par rapport à la question de l'ami. Les juristes n'ont rien apporté par rapport à ces domaines. Ils peuvent se limiter par rapport à l'élaboration de certains textes légaux. Mais ce qui concerne les suivis sur l'échiquier international, ce sont les décideurs politiques qui sont habilités à mener cette démarche-là. C'est ça ce que je voulais un peu ajouter par rapport à la question des citamis ici. Bon, c'est vrai, ce que vous dites est vrai. C'est vrai que la décision provient plus des décideurs politiques, mais les messieurs voulaient juste souligner le fait que, par exemple, en matière d'élaboration et de codification des textes, je pense que vous êtes juriste comme moi, justement. Donc, nous sommes plus, les juristes sont plus là pour en matière de, par exemple, s'il y a une idée qui, par exemple, si c'est une résolution qui vient des normes internationales et tout, les juristes peuvent être là dans ces pays pour essayer de codifier de légiférer sur
sur certaines règles et essayer d'améliorer les choses, quoi. C'est un peu ce qu'il voulait dire, mais je partage carrément votre avis. Est-ce que ce que vous venez de dire là par rapport, vous êtes juriste, est-ce qu'il y a des juristes qui réfléchissent autour de ces matières-là d'environnement et le numérique? Est-ce qu'il y en a ou quel est votre rôle dans ces secteurs? Moi, je pense que c'est de plus en plus, je vois avec les outils, il y a pas seulement les équipements, mais tous les câbles qu'on pose pour relier tout ça là. J'ai vu hier, par exemple, le long de l'avenue 24, on posait la fibre là. Donc, du coup, on a tout cassé la voie et ouais, ça crée déjà un problème dans l'environnement, la pose des câbles et tout ça là. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il y a des juristes qui réfléchissent dans cette matière-là? Vous, en tant que juriste, quel est votre avis sur ces sujets? Bon, vous savez, moi je pense que nous ne voyons toujours pas. Bon, c'est vrai que les juristes ont une tâche à faire dans ces mondes, mais par exemple, sur certains points, ne centrons pas que ce qu'un juriste peut faire, parce que je pense qu'il y a certaines idées qui peuvent prévenir même de vous, non? Ce n'est pas forcément les juristes qui doivent. Moi, j'ai l'idée, mais c'est à vous de structurer ça, de mettre ça en forme, de donner J'ai- un texte. oui. Oui, ah oui. Parce que ce sont les lois. On doit avoir. Déjà, on a un problème avec les textes en rapport avec le numérique. Oui. Et l'écologie encore vient s'ajouter. Donc, il faut quand même qu'il y ait déjà de l'équilibre pour éviter, anticiper un peu ce que les Occidentaux, les pays occidentaux vivent actuellement avec les problèmes de l'écologie, pour que ça ne nous arrive pas. Non, mais ça ne peut pas nous arriver tout simplement parce que j'ai dit dans mon exposé plutôt que les activités qui dégradaient l'environnement étaient plus liées à la production. Vous voyez, donc je pense que si un pays pollue plus, c'est que ça induit forcément les cas qui le produit. Mais dans nos pays, on ne produit rien. Mais on consomme. Justement, nous On consommons, nous consommons parce que déjà, par exemple, ces câbles, une fois qu'il ne sert plus à rien, vous les jetez, vous polluez déjà l'environnement. Parce que ces plastiques, pour se dégrader, il faut une vingtaine d'années, plus même que ça. Donc, vous voyez déjà que c'est déjà en soi une pollution grave de l'environnement. Moi, je pense que l'écologie, ça concerne tout le monde. Bon, c'est vrai que les rôles de juriste est un peu plus particulier, comme le rôle de l'informaticien aussi, mais je pense que l'écologie, ça touche tous les domaines de nos vies. C'est un peu comme le numérique, c'est indispensable. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous préconisez face à ça? Bon, je pense qu'il faut d'abord commencer avant tout à promulguer certaines lois, à voter certaines lois qui cadrent un peu plus avec la protection de l'environnement. Parce que je sais que nous avons un ministère de l'environnement dans ces pays. On a un ministère de l'environnement, du développement durable. Voilà, on en a. On a tous ces ministères. Alors moi, je ne vois pas je ne vois pas ce qui nous empêche en fait. Je ne vois pas où se trouve l'obstacle. Je pense que c'est aussi aux décideurs politiques, comme l'a dit le monsieur. C'est eux qui doivent prendre des décisions. Parce que moi, je peux avoir l'envie je dis que bon, je veux commencer à recycler les câbles, mais après. Parce que, et en plus, n'oubliez pas que les recyclages, en fait, dans mes exposés, j'ai dit que c'était, en fait, ça fonctionnait sous forme d'usine, en fait. Donc, il faut toute une société qui vise uniquement à recycler les objets, à recycler les câbles, les écouteurs qu'on n'utilise plus. Mais s'il n'y a pas déjà ça dans un pays, c'est déjà un problème grave. Et je ne vois pas ce rôle aussi stratégique qu'une simple juriste comme moi peut ajouter, pour être honnête. Merci. Il y a une autre préoccupation?
là, je reviens carrément dans le texte. Il y a un mot là qui revient, le cloud. Je ne l'ai pas bien saisi. Dans les recommandations que vous donnez, et vous dites limiter ou éviter l'usage du cloud. Ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire quoi? Les clouds, en fait, c'est un terme qui veut dire juste nuage. Nuage en anglais. En fait, c'est un système informatique où c'est comme si, vous voyez, quand vous regardez les ciels, vous vous promenez, qu'est-ce que vous constatez? C'est comme si vous marchez avec les nuages. Donc, vous étiez, si vous vous déplacez, vous avez toujours les nuages qui vous suivent. C'est ces concepts-là qu'on a développés pour... en fait, au début, c'était, vous avez votre machine, vous utilisez votre équipement. Si jamais vous perdez votre ordinateur ou l'ordinateur ne marche plus, qu'est-ce qu'il faut? Il faut acheter un nouveau ordinateur et faire en sorte de pouvoir copier tout ce qui est ici et les placer sur la nouvelle machine. Ou si vous vous déplacez, vous êtes au loin, il faut que quelqu'un puisse, vous allez appeler quelqu'un, envoyez-moi un fichier qui est là sur l'ordinateur pour que je continue à travailler. Ou à chaque fois, vous travaillez, vous copiez sur une clé USB, vous vous déplacez sur une autre machine, vous continuez à travailler. Maintenant, le concept cloud, on dit, vous installez et les données vous suivent partout. C'est comme si vous étiez dans les nuages, vos données se trouvaient dans les nuages et que vous êtes là. Vous vous déplacez avec votre machine, vous installez le système et automatiquement, toutes les données qui étaient sur la machine A se retrouvent sur la machine B. C'est ça le concept du cloud. Simplement, c'est comme ça, là. Donc, vous n'avez pas... c'est un peu comme quand vous utilisez... un exemple typique, Gmail. Quand vous vous connectez sur Gmail, vous pouvez l'utiliser sur une machine A, vous allez sur la machine B, vous retrouvez tous vos mails. C'est un peu ce concept-là. Bon, en fait, comme c'est un système informatique, ce sont des grandes data centers qui utilisent ces systèmes-là et ça nécessite beaucoup d'énergie et d'entretien pour maintenir ces systèmes en place, d'où une forte consommation d'énergie. Bon, c'est en tout cas, ça, je peux dire, c'est moitié-moitié. C'est vrai, nous, en tant qu'utilisateurs, nous avons besoin de nos données. Nous, les consommateurs, le problème plus, c'est... Nous, les consommateurs, nous, on a besoin d'utiliser. Mais ce que nous utilisons pollue l'environnement. C'est ça un peu la difficulté. Pour répondre aux confrères, limiter l'utilisation du système cloud. En d'autres termes, je pourrais dire, par exemple, si vous avez des fichiers ou des données indésirées, des fichiers par exemple des messages ou des mails que vous n'utilisez plus, qui sont plus importants, plutôt que les laisser là, il serait préférable de les supprimer. OK? Puisque ce qui fait en sorte que toutes ces machines-là puissent disons, prendre beaucoup d'énergie, fonctionner à temps réel, c'est justement la présence de ces données-là, de ces informations qui se trouvent dans votre cloud, dans votre mail ou, je ne sais moi, dans votre WhatsApp, etc. Donc, lorsque vous avez assez de messages qui ne sont pas importants, autant mieux les supprimer, les fichiers, les supprimer, de sorte à ne pas donner beaucoup du travail au serveur. C'est ça.
Bon, ça, c'est ça encore, ça, c'est vrai. Mais des fois, certains messages, on se rend compte, bon, c'était pas important. 10 ans après, on voit, on se retrouve dans une... Ah, ça, c'était vraiment important. Ouais, aujourd'hui, par exemple, il y a, si je prends un exemple simple, des photos. Il y a certaines photos, quand on était jeune, on se disait, bah, c'était pas important. Mais 20 ans après, on voit maintenant l'importance de la photo. Ah, j'étais avec tel ami, ouais, tel ami, il est devenu ici, c'est qui maintenant? Ah, voilà, vraiment. Ce sont les archives, en fait. Ce sont les archives. Et aussi dans ces systèmes cloud, c'est vrai, quand nous supprimons les informations, nous désactivons pour nous. Mais eux, ils gardent ça. Et ils gardent ça dans leurs archives. Donc, du coup, la puissance toujours de ces machines-là augmente du jour au jour et ça consomme énormément de l'énergie. Vous voyez, à l'époque, on avait des disques durs, par exemple, quand on a commencé l'informatique, par exemple, un disque dur de 4 gigas. C'était énorme. Énorme 4 gigas. Et même quand je vois à l'époque, on m'a offert un disque dur de 80 gigas. Je voyais vraiment que c'était le top. 80 gigas. Aujourd'hui, bon, c'était un disque dur. Hein. Aujourd'hui, 80 gigas, ça se tient sur un petit support là. Donc, on a passé des gigas même maintenant à des terras. Donc, les demandes des données, la consommation, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, du jour au jour, ça va évoluer. Il faut arrêter ou il faut continuer? Parce que aussi, l'importance du numérique, ça se voit du jour au jour. C'était d'abord réservé pour les informaticiens. Après, maintenant, là, c'est tout le monde, hein, tous les secteurs de la vie qui sont bénéficiaires de services du numérique. Donc, je vois un peu très mal où on pourra vraiment, réellement abandonner ces histoires-là. Oui, il y a une question qui m'est venue parce que vous avez parlé des des différents impacts des TIC sur l'environnement. Et je me rappelle encore, vous avez parlé dans les endroits où on extrait des matières premières pour enfin utiliser, pour produire des ordinateurs par exemple, on utilise par exemple des enfants. Alors je me demande maintenant pourquoi et quelles sont les mesures que le gouvernement prend par rapport à ces genres de faits-là. L'utilisation des petits-enfants, par exemple. Oui, merci pour la question. En fait, les rapports ont été relevés par Amnesty International. Amnesty International, c'est une sorte de structure, c'est une sorte de comité international qui vise un peu à faire respecter les droits de l'homme. Mais n'oubliez pas que le droit de l'homme ne produisent pas en fait, l'ONU ne produit pas des lois. L'ONU produit des résolutions et les résolutions ne sont pas obligatoirement adoptées par les États. C'est vrai qu'Amnesty International peut se dire non, mais ce que vous faites n'est pas bon. Évitez de faire travailler parce que les enfants, ils travaillent, je pense, depuis, ça fait plus de 25 ans que c'est le cas et les choses n'ont pas changé. Et moi, je pense que la chose va encore s'aggraver parce que plus il y a, comme M. Dondup l'a dit, plus il y a des demandes en matière d'électronique, plus ces enfants commenceront à travailler dès leur bas âge. Donc moi, je pense que c'est vrai, la décision devrait venir de la part des États, mais malheureusement, nos États sont irresponsables. Vous les voyez, donc nos États... Donc moi, je pense que ce n'est pas leur préoccupation, parce que si réellement c'était leur préoccupation, je pense qu'ils auraient mis fin à ces carnages depuis bien longtemps, mais ça continue toujours, parce que les rapports, il est de 2020, je crois, 2020, donc il y a à peine 3 ans. Donc à présent, d'ailleurs, étant donné
les péripéties, comment dirais-je, les instabilités qu'il y a de ce côté-là. Donc, c'est même difficile qu'une personne d'Adnessi descende là-bas pour faire ses rapports ou bien pour dresser je ne sais quelle recherche là-dessus. Donc, moi, je pense que cette décision-là de faire stopper le travail des mineurs devait être de la part des dirigeants parce que ce n'est pas à l'ONU de venir faire cesser ce travail-là d'enfants. Donc ce n'est pas à l'ONU de le faire. Moi je pense que la décision elle émane d'abord des décideurs politiques. Étant donné que nos décideurs sont irresponsables, on ne peut rien faire malheureusement. Alors pourquoi justement l'usage de ces enfants? Pourquoi ne pas former le personnel? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi louer des enfants? Bon, je pense qu'on loue des enfants peut-être parce que les enfants, vous savez, les enfants, ils sont hyperactifs par rapport aux aînés. Moi, je pense qu'on les prend peut-être parce que, bon, un enfant, il peut travailler pendant 12 heures, vous les payez ne fût-ce que 500 francs pour aller manger. Je ne pense pas qu'il va réclamer, mais un adulte de votre âge, je ne pense pas qu'il voudra faire une telle tâche aussi difficile pour une somme aussi modique. Donc moi, je pense que s'ils choisissent les enfants, ces gens qui les font, je pense que d'après moi, je pense qu'ils les font pour l'hyperactivité et pour la naïveté des enfants. C'est un peu ça ma réponse. Je ne sais pas si elle vous a satisfait. Pour revenir aux chiffres, l'éthique, les technologies de l'information et de la communication, comparées à l'industrie manufacturière, qu'est-ce qui pollue le plus? Je ne sais pas. L'éthique, le numérique ou les industries qui fabriquent les autres choses, d'autres choses, quoi, je sais pas. Oui. Ok. L'éthique pollue plus que les sociétés d'aviation. Dans la comparaison que vous avez faite, c'est avec les sociétés d'aviation et l'éthique pollue plus que les sociétés d'aviation. Voilà. Donc on est face à quelque chose de grave. Que joue justement la compagnie des productions d'éthique. Parce que, bon, je pense que, comme Dandu vient de le dire, je pense que plus les gens ressentiront des... Parce que, c'est vrai, les téléphones au départ étaient quelque chose de basique, mais avec le temps, ils se perfectionnent. Il y a des mises à jour, il y a certaines choses qu'il faut adapter, la qualité de la photo qu'il faut adapter. Et plus ces exigences-là évoluent, plus on extrait des minéraux, plus on pollue l'environnement. Parce que, bon, je pense qu'un avion peut contenir combien de passagers? Le maximum. Le maximum. Airbus A320, c'est 600. Voilà, 600 passagers. Le Donc, gros porteur. imaginez 600 passagers avec un téléphone. Ça fait 600 téléphones, mais ce n'est qu'un seul avion. Vous voyez déjà, rien qu'en un exemple aussi trivial, vous voyez que l'éthique pollue énormément l'environnement. Et aussi, surtout que pour l'avion, ce n'est pas vraiment obligatoire d'utiliser plusieurs matières. C'est pour les appareils d'information. Il faut 40 à 60 métaux. Métaux associés Pour fabriquer un seul appareil. Vous voulez avoir un appareil très Performant. performant. Voilà. Est-ce
Déjà, il y a combien d'utilisateurs, par exemple, de téléphones dans le monde? Si on fait un calcul simple, c'est plus d'un milliard. Plus de... Ouais, c'est plus de... Si on compte les nombres d'habitants sur Terre, nous sommes déjà à combien? 8 milliards. Donc environ, il y a plus de 5 milliards de téléphones qui circulent dans le monde. Donc si un téléphone a une durée de vie de maximum, mettons, 3 ans pour changer un téléphone. Pour changer un téléphone, il nous faut 3 ans maximum. Hein, j'ai mis le maximum. Au pire des cas, il y en a qui changent 1 année, 2 ans, même 6 mois. Si on mettait multiplié par 5 milliards, donc on peut dire que nous avons à peu près 15 ou 12 milliards de téléphones déjà fabriqués dans le monde. Rien que ça, c'est rien que les téléphones. Et s'il faut compter le nombre d'ordinateurs, les caméras, les disques durs et les câbles, tout ça là, vous voyez que c'est énorme quand même. C'est énorme, sans compter les data centers, les onduleurs, les disques durs, les équipements, les pièces de rechange, les souris, les enceintes acoustiques, les écouteurs, les téléphones, pardon, les caméras. Donc il y a quand même un impact sérieux sur l'environnement. Mais la batterie là, ça serait fabriquée à base de quoi? En fait, on revient toujours au même. Donc, c'est peut-être il faut adopter des attitudes responsables par rapport à ça. Plutôt que, comme je l'ai dit tantôt là, hier sur 24, j'ai vu qu'on creusait tout ça là le long de l'avenue. Pourquoi pas comment on dit, quand on fabrique, ou comment, pas fabriquer, comment, on construit des routes, prévoir déjà de voies où on pourra faire passer les câbles et tout ça là. Les câbles, ou quand il y a une nouvelle construction, vous prévoyez déjà au lieu de casser pour créer encore un impact sur l'environnement. Absorber les... Oui. Avant de venir sur la question que j'allais poser, je voulais revenir sur ce qui vient d'ajouter, le complément qu'il a fait sur planter. Je me souviens quand on était au ministère de l'Environnement, il y avait le projet de planter 1 milliard d'arbres. Et c'est un projet, je crois, qui est encore en cours. Dernièrement, j'étais à l'UNIKIN, j'ai vu des panneaux où on faisait circuler ce message-là du président Félix Tshisekedi avec ce projet de planter 1 milliard d'arbres. Et sous d'autres cieux, cela se fait. Cela se fait, c'est-à-dire il y a plusieurs organisations religieuses qui se mettent à planter. Je crois que dernièrement, c'était l'Inde qui avait battu ce record d'avoir planté le plus grand nombre d'arbres en un temps record. Donc, planter les arbres, oui, c'est une très grande solution, une solution
vraiment très efficace puisqu'elle est très naturelle, très très naturelle. Donc là, c'était pour revenir à ce que l'ami a dit. Mais je voulais aussi parler d'une autre chose. Quand il y a eu les trucs du réchauffement climatique, on nous a dit que la couche d'ozone avait été percée. Je ne sais pas. La couche d'ozone avait été percée, ce qui faisait que plus de chaleur pénétrait. Puisque c'est la couche d'ozone, je crois, qui était en train de nous préserver des... Voilà. Voilà. Mais maintenant, là, il semblerait, d'après ce qui était en train d'être dit il y a quelques années, elle était percée. C'est comme ça qu'on a beaucoup de chaleur et tout. Un point que nous ne devrions pas oublier, c'est que nous vivons dans un monde que nous ne connaissons pas réellement. En réalité, on ne connaît pas le monde dans lequel on vit. Chaque jour, nous apprenons, nous découvrons. Nos ancêtres ne connaissaient pas la moto, et ils ne connaissaient pas le téléphone, ils n'utilisaient pas ça. Au jour, nous apprenons, nous faisons des découvertes. Et la science nous l'a prouvé suffisamment, puisque aujourd'hui elle peut dire une chose et demain elle peut changer. Elle dit non, ça c'était une erreur de penser comme ça. On devrait penser comme ceci. Donc je ne sais pas, demain on peut laisser aussi la place à d'autres façons de voir les choses par rapport à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui peuvent devenir caduques à demain. Donc c'est ouvert, le débat il est ouvert par rapport à nos découvertes que nous allons faire, ce que le monde va découvrir demain, nous ne savons pas c'est quoi, qui feront que nous pourrons vivre encore un peu plus longtemps sur Terre, ou peut-être que nous allons aussi pouvoir partir, je ne sais pas moi, sur Mars, ou je ne sais pas, sur notre planète, si ça sera possible, puisqu'on parle des planètes habitables aussi. Des planètes habitables, et on ne sait pas par quelle magie, je ne sais pas où on va organiser ce départ des humains, 8 milliards d'humains pour aller peut-être sur notre planète. Donc le débat, il est très ouvert. Ça va dans tous les sens et ça aborde plusieurs dimensions de la vie. Donc c'était un peu cette petite brèche que je voulais ouvrir face aux découvertes quotidiennes que les humains font. Donc nous vivons dans un monde mystérieux qu'on ne connaît pas en réalité. Oui, en fait, ce que vous dites est vraiment intéressant. Mais j'aimerais vous donner un conseil. Ne soyez pas trop pessimiste. Par exemple, quand vous avez, par exemple, parce que vous savez c'était à l'époque, je pense que la fin du monde devait avoir lieu en 1400. Non, en 1400 d'abord. D'après les Incas, ça devait avoir lieu en 1400. Après, ils l'ont placé en 2012, d'après les calendriers mayas. Donc moi, je pense que, bon, c'est vrai qu'on entend tout ça sur la destruction du monde, sur les frais qu'on ira dans d'autres planètes, mais vous savez, la vie en soi, c'est un mystère. Hein. Donc moi, je pense qu'il faut, voilà, il faut être optimiste. Bon, c'est vrai. Moi, d'ailleurs, je me souviens qu'à une époque donnée, je ne suivais plus les informations. Même les réseaux sociaux, je ne les faisais plus. Je ne me connectais plus. Parce que vous pouvez vous réveiller, vous voyez une nouvelle du genre, oh non, bah, il y a un astéroïde qui va tomber, qui va écraser la Terre. Vous imaginez les matins, vous vous réveillez avec une nouvelle pareille. Vous savez comment ça fragilise le mental. Donc c'est vrai, ces informations-là, c'est vrai qu'elles sont importantes, qu'elles nous permettent, que l'éthique nous permette de nous communiquer, de nous connecter au monde, mais ne soyons pas pessimistes. Ouais. Non mais justement, je vois. Justement. Ouais. D'accord, non, parce que j'ai retenu le point que vous avez mentionné en premier sur l'effet que la couche d'ozone était percée. Ça, c'est... Justement, je vois. D'accord, je comprends. Merci. Il y a une dernière préoccupation? Non? Merci. Avant de conclure, quel est votre souhait par rapport au numérique et l'écologie? Mon souhait, voilà, mon souhait serait que parce que vous avez dit que nous sommes déjà à 8 milliards. Donc 8 milliards d'individus sur Terre, bon, si on exclut les bébés qui sont encore inconscients. Donc c'est déjà une force en soi. Donc moi, mon souhait serait que les gens ne soient pas trop... c'est vrai que la technologie est maintenant indispensable, mais moi, mon souhait serait que les gens ne soient pas trop ne soient pas trop accros aux réseaux sociaux, à tout ce qui va avec le numérique et tout.
En fait, mon souhait serait que les gens puissent adopter certaines attitudes vraiment responsables qui conduisent à préserver notre écosystème, notre environnement. Ça, en tout cas, ça, c'est mon souhait le plus cher. Et votre regard en tant que femme par rapport à ça, qu'est-ce que vous dites aux femmes? Parce que nous sommes aussi pendant au mois de la femme où on dit que c'est le numérique et la femme, on parle plus dans ce sens-là. Quel est votre regard par rapport à ça? Bon, déjà, rien qu'à voir la salle, je ne vois aucune femme, je suis la seule ici. Donc, déjà, moi, je me dis que les numériques, c'est quelque chose qui... Pour que ça puisse intéresser la femme, il faut vraiment que la femme soit représentée là-dedans. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on remarque. Parce que déjà, bon, de là où je venais, j'ai essayé de... Parce que moi, je suis quelqu'un qui observe. Hein. J'ai observé les différents centres comment on appelle, les différents centres de formation. Vous verrez que les filles, elles sont plus là en matière d'esthétique. Hein. Vous ne les verrez pas à l'INPP faire l'informatique. Mais je vous dis vrai. Alors que c'est elles qui font quoi? Oh, même pas. Bon, si, ça c'est vrai, je vous l'accorde, ça c'est vrai. Donc moi je pense qu'il faudra vraiment... Parce que toutes les années on en parle. On parle que les femmes devaient être représentées, mais je ne sais pas s'il faudra forcer les femmes, je ne sais pas s'il faudra les amener ici avec des chaînes. Parce qu'il faut qu'elles puissent d'abord avoir cette volonté-là, mais elles n'en ont pas. Moi je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si je vais les faire d'un coup de baguette magique et puis changer les choses comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Vous voyez ce qu'il a dit, c'est intéressant. Là, ça devient fake news. On trompe et puis... Merci, Madame Gloria Koné, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous aussi d'avoir répondu présent. On se retrouve jeudi prochain où nous allons parler du machine learning dans le numérique. Nous allons inviter encore une autre femme qui viendra nous parler de ces domaines. Merci et à jeudi prochain.